Le journal de l'information. Gazoduc transsaharien, pas de plus vers la concrétisation avec un mémorandum signé à Alger. Sommet de l'Union africaine, João Lourenço prend la présidence dans un contexte de crise sécuritaire et économique. Essai nucléaire français en Algérie, 65 ans après un crime contre l'humanité toujours impuni. Massacre de Tiaroy, 80 ans après, Dakar relance le débat sur la reconnaissance et la justice. Bonjour Africaines, Africains et bienvenue dans cette édition. Gazoduc transsaharien à la une, l'Algérie, le Niger et le Nigeria franchissent une étape clé dans la concrétisation du gazoduc transsaharien réuni à Alger. Les experts des trois pays ont signé un mémorandum d'entente réaffirmant leur engagement commun pour faire avancer ce projet stratégique, une infrastructure qui ambitionne de faire de l'Afrique un acteur clé sur le marché mondial du gaz. Alania Etrassi. Ce gazoduc transsaharien relie le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger avec un objectif clair, acheminer le gaz naturel africain vers les marchés internationaux. Un projet stratégique qui vise non seulement à diversifier les sources d'approvisionnement en gaz, mais aussi à renforcer la coopération énergétique sur le continent. Mohamed Arkab, ministre algérien de l'énergie et des mines. Il s'agit d'un gazoduc majeur et stratégique reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie avec une capacité de transport d'environ 20 à 30 milliards de mètres cubes par an. Ce projet revêt une importance stratégique. Inscrit dans la dynamique du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, ce projet représente une opportunité de développement pour les trois pays concernés et pourrait transformer le paysage énergétique africain. Ali Sipo Hassan, directeur général de la société nigérienne de pétrole. L'action qui a été matérialisée est une action salutaire. Je souhaiterais de vive voix que nous passions à l'acte et à mettre en œuvre tous les projets que nous avons, y compris ce projet de la TSGP. Ce gazoduc, en plus de sécuriser l'approvisionnement de nombreux pays, pourrait générer des investissements, moderniser les infrastructures locales et créer des emplois. Une ambition africaine qui se concrétise étape par étape. Écoutons à présent la déclaration du ministre algérien, ou plutôt nigérien du pétrole, Sahabi Oumarou, prononcée à l'issue de sa rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avons signé en tout cas un document de base qui va servir de déclic pour la mise en œuvre du projet commun entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Nous avons désormais un outil, un instrument qui nous permet d'aller de l'avant. Donc chaque pays s'est engagé à y contribuer pour la mise en œuvre rapide de ce projet intégrateur, de ce projet combien utile à nos peuples. En tout cas, merci beaucoup. Coup d'envoi aujourd'hui à Addis Abeba de la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, une occasion pour le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour céder la place au chef de l'État congolais, João Lourenço. Marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et politiques, cet événement de 2 jours verra également l'élection du nouveau vice-président de la commission de cette instance. Plus de détails avec Sia Bourazi. Ce sommet intervient dans un contexte géopolitique marqué par des débats sur l'avenir du continent africain et ce, avec l'accentuation des crises sécuritaires. La Commission de l'Union africaine joue un rôle crucial dans la gestion des affaires du continent, selon les spécialistes des questions africaines, Seyni Zakaria. Cette commission est le moteur de l'intégration africaine en favorisant la coopération économique, sociale, politique et des États membres. Ce qui fait que cette commission assiste le président dans la direction de l'Union. Il est généralement responsable de l'administration et des finances de la Commission et contribue aussi à la mise en œuvre des politiques de l'Union africaine, en particulier dans les domaines qui lui sont confiés. La candidature de l'Algérie à la présidence de cette commission est marquée par plusieurs défis. L'Algérie souhaite renforcer la coopération entre les pays africains et promouvoir une plus grande solidarité entre les États membres. La consolidation de la gestion administrative et financière de l'Union africaine et le renforcement de la confiance et la synergie entre la Commission et les États membres et l'optimisation et la coordination des organes et structures de l'Union africaine et la coopération avec les partenaires. Cette commission sera, selon les observateurs, une occasion pour créer une dynamique de changement et de renforcement du poids de l'Union africaine sur la scène internationale.
Et en prévision du sommet de l'Union africaine, la diplomatie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, participe aujourd'hui et demain aux travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA. L'ordre du jour de cette session comprend de nombreux dossiers, questions importantes liées à l'action africaine commune. Et en marge de cette réunion, Ahmed Attaf s'est entretenu mardi à Addis Abeba avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, selon un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont évoqué divers dossiers et questions qui devraient être discutés lors de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tout en abordant les développements de la cause palestinienne en prévision de la tenue d'un sommet arabe extraordinaire à cet effort. Et ouvrons à présent l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale française. Le peuple algérien commémorera demain jeudi le 65e anniversaire des premières explosions nucléaires menées par les autorités coloniales françaises dans le sud algérien, un acte qui restera gravé à jamais dans l'histoire commune. Un crime contre l'humanité commis avec préméditation, engageant une responsabilité juridique pour un crime imprescriptible. Et on reste dans les crimes coloniaux français, cette fois-ci au Sénégal, pour évoquer les massacres de Thiaroye. Le musée des civilisations noires de Dakar a abrité une conférence autour du thème Thiaroye 44, requalification et état des lieux juridiques, en référence au massacre du camp éponyme commis par l'armée coloniale française et au cours duquel des centaines de tirailleurs sénégalais furent mitraillés. Ils réclamaient leur indemnité de démobilisation après avoir participé à la libération de la France du nazisme. Et puis 80 ans après, le souvenir de ce drame est encore vivace dans les esprits des familles et des populations africaine. Selon le professeur en histoire Mamadou Fall, au regard de l'échelle des massacres qui atteignent des centaines de morts, une requalification des faits s'impose. On écoute l'historien, il est contacté par Younous Chama. Attendre 8 siècles pour enfin oser prononcer le mot massacre, bon, c'est une manière de reconnaître l'évidence, mais c'est aussi une manière de reconnaître, disons, un fait établi dès le départ. Mais je pense qu'il y a aussi une nécessaire requalification des faits, parce que jusqu'ici, on n'en avait pas l'ampleur, parce que du point de vue des statistiques officielles, on parlait de dizaines. Donc l'échelle, depuis 8 décennies, c'était la dizaine, mais au détour des dernières recherches, des dernières trouvailles que nous avons faites à Paris, et surtout dans les archives de province, nous nous rendons compte que l'échelle du massacre atteint les centaines. Donc il y a une requalification des faits qui s'impose du point de vue de son échelle, du point de vue de son ampleur. Les grands absents de ce drame, ce sont les Africains. Une requalification est donc nécessaire. On écoute encore une fois Mamadou Fall, toujours au micro de Younous Chama. Du point de vue de l'histoire, il y a une nécessité aussi de requalifier l'historiographie même de Thiaroye, parce que figurez-vous que dans toute cette histoire, on identifie bien les bourreaux, on identifie bien la hiérarchie militaire et civile qui étaient les protagonistes de ce drame, mais les grands absents sont les Africains eux-mêmes. Ils ne sont présents dans cette histoire qu'en tant que matricule, qu'en tant qu'élément d'un bataillon, d'un détachement, mais jamais en tant que personne humaine, drapée de leur culture, drapée de leur nom. Même les noms étaient absents des registres. Et la preuve, on n'a jamais pu trouver de registre nominatif pour ces tirailleurs. Et qu'en est-il du reste de l'actualité, Fouzi Merled? L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. République démocratique du Congo. Les affrontements sont en cours dans l'est du pays, après 2 jours d'une relative accalmie. Somalie. Au moins 65 terroristes ont été tués au cours des dernières heures dans le nord-est de la Somalie, d'après des sources sécuritaires. Angola. Une épidémie de choléra a fait au moins 108 morts depuis le début de l'année, majoritairement dans la capitale Luanda, selon le ministre angolais de la Santé. 3147 cas confirmés de la maladie depuis le 7 janvier, dont près de la moitié à Luanda. Maroc. L'huile d'olive est en passe de devenir un produit de luxe. Sous l'effet de la sécheresse qui dure depuis 6 ans, la production nationale a chuté et les prix se sont envolés. Et on ouvre notre page société direction le Mali, où certaines zones de Bamako sont exploitées pour l'agriculture urbaine. On y cultive du maïs, du gombo et diverses autres céréales. Toutefois, la hauteur de ces cultures, souvent supérieure à celle d'une personne, en fait des cachettes idéales pour des malfaiteurs. La culture en milieu urbain, atout ou menace pour la sécurité. Élément de réponse dans ce reportage signé Angèle Dombélé, notre correspondante à Bamako.
Ici à Bamako, la culture haute est interdite depuis plusieurs années. La loi prévoit des sanctions contre les citoyens qui s'adonnent à cette pratique illégale. Isiaka Kamara, officier d'état civil à la mairie de Kalabankoro. Ça peut profiter à des gens malsains, à des voleurs, parce que ça peut leur servir d'endroit pour se cacher. Pour cela, l'État a pris des mesures de sanctionner ce qu'il fait comme pratique. Il y a des sanctions individuelles et collectives là-dessus. Il y a des emprisonnements. J'ai vu même des cas où l'État de prendre des bulldozers pour enlever carrément ces cultures-là. Aminata Kansai est cultivatrice dans la zone aéroportuaire depuis longtemps. Elle affirme n'avoir jamais été inquiétée par les autorités. Les autorités ont fixé certaines limites de hauteur que nous ne devons pas dépasser. Je respecte cela. Il serait donc bénéfique pour les citoyens de respecter la loi interdisant cette pratique en milieu urbain et pour l'État de veiller à son application. De Bamako, Mali, Angèle Dambélé pour Ifriqiya FM. Et place à la culture et l'agenda culturel à vous, rue d'El Badoué. Africulture, l'agenda culturel. Afrique du Sud, la Fashion Revolution Week Africa se tiendra du 22 au 27 avril avec des événements visant à promouvoir la mode éthique et durable. Sénégal, le festival film Femmes Afrique se déroulera à Dakar du 26 avril au 4 mai, mettant en avant les créations cinématographiques féminines africaines. Côte d'Ivoire, le Salon international du livre d'Abidjan se tiendra du 6 au 10 mai à Abidjan avec pour thème livres et racines. Et du sport, pour terminer, au terme de la 3e étape du Tour d'Algérie cycliste 2025, l'Algérien Hamza Yassine, en grande forme, réalise le hat-trick, seul vainqueur depuis le début de l'épreuve. Le coureur de l'équipe Madar Pro Cycling Team remporte la course entre Sétif et Batna. Une fois de plus au sprint, il boucle les 130,6 km du parcours en 2 heures, 53 minutes et 32 secondes devant l'Érythréen Milkia Maïkele et le Karzak Evegini Gidik. Au général, Hamza Yassine est toujours en jaune grâce au jeu des bonifications. Et puis la 4e étape emmène aujourd'hui les coureurs de Batna vers Biskra sur une distance de 156,3 km. Voilà ce qui referme notre édition. Un grand merci à notre réalisateur Saad El Mahdi, notre technicien Khaled Meneni et à Ahlam à l'image. Merci pour votre écoute.